m'appelle Jérémy Muccio. Oh putain. Je suis arrivé, je lui ai serré la main, puis personne n'applaudit, hein, tout le monde est déjà parti. Il me dit qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis kiné. La 23e barre. Putain, j'étais la 23e barre. J'ai jamais aussi été content d'être une barre, quoi. J'étais là, quoi. Donc, du coup, la joie, elle a été sublimée, quoi. Je me suis dit, putain, mais faut... Hop, j'ai pris mon téléphone, je voulais appeler mes parents. Ah, mais non, ils sont déjà au courant. Donc, bon, j'ai gardé ça pour moi. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu la violence aussi du concours de médecine. Hein. Et voir ce que ça a provoqué chez moi. Souvent, les gens me disent, et si tu l'avais pas eu, la dernière place de kiné, qu'est-ce que tu aurais fait? En fait, je pense que j'évite de me poser la question. Peut-être que je saurais faire de la guitare. Là. Donc, j'avais réussi mon entrée dans le monde merveilleux de la santé. Ça y est, j'avais réussi, j'avais rendu mes parents fiers. Quoi. Sauf qu'après, faut l'assumer ce choix. Ok, ils sont contents, mais je fais quoi moi derrière? J'ai quand même une responsabilité après, en tant que praticien, quoi. Donc je savais pas trop, je me suis laissé un an. Un an où j'ai fait plusieurs... où j'ai pris plusieurs orientations dans le monde de la kinésithérapie. Parce qu'on a le choix, en kinésithérapie, d'être soit kiné à l'hôpital, soit kiné libéral, soit kiné en clinique, soit kiné en centre de rééducation. Enfin, il y a quand même pas mal de possibilités, et je me suis dit, je me laisse un an pour voir ça. Je fais ça. Donc, première expérience, l'hôpital. J'ai été affecté au service de rhumatologie. La rhumatologie, en gros, c'est c'est le versant de la médecine qui s'occupe des articulations en général. Je caricature, mais voilà, des articulations et particulièrement du dos. Et en fait, mon rôle à moi, c'était de mobiliser activement les membres inférieurs des personnes, ceux de façon fonctionnelle, sur un périmètre de marche conditionné par leur force physique. En gros, je faisais marcher les personnes âgées dans les couloirs. Je vous montre comment on faisait. Hein. Je frappais à la chambre. Bonjour madame. Allez, on va faire un petit tour dans le couloir aujourd'hui. On se redresse. Doucement. Ça va, la tête tourne pas? Allez, c'est parti, on va marcher dans le couloir. Je recommence. Allez, c'est parti, on va marcher dans le couloir. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Allez, on s'assoit. Hop. Dans le service, on nous appelait les marchothérapeutes. C'est vous dire la considération, quoi. Donc j'ai fait ça 2 mois. Je m'étais fixé 1 an pour trouver ma voie. Ensuite, j'ai essayé le libéral. Alors quand on essaye le libéral, c'est-à-dire quand on vient d'être diplômé, on fait ce qu'on appelle du remplacement. Le remplacement, c'est justement un kiné part en vacances, et du coup, on est là pour le remplacer le temps où il est parti. Et on n'a aucune liberté sur la façon de travailler. On va fonctionner comme le kiné qu'on remplace fonctionnait. Je me souviens, j'avais été voir le kiné juste avant qu'il s'en aille, pour qu'il me montre un petit peu comment fonctionnait son cabinet, puis qu'il montre un petit peu aussi son agenda, et puis je regardais comme ça. Je lui dis, mais les 3 patients là, c'est en même temps? Il me dit, oui, mais t'inquiète pas, ils connaissent leurs exercices. Ah du coup, à quoi je sers là? Tu gères, Ok. Donc ça a été ça pendant 15 jours. Je soignais pas les patients, je les gérais. Il y avait une piscine dans le cabinet, donc les gens y allaient. Puis je me souviens avoir croisé une dame. Bonjour madame, vous allez en piscine? Ah non, vous en ressortez? Bon demain alors. Et hop, je validais. Et valider, c'est gagner de l'argent, quoi.
Donc, j'ai gagné pas mal d'argent en 15 jours. Hein. D'ailleurs, les jobs d'été, j'en avais fait, mais putain, en 15 jours... Sauf que bon, j'étais pas à ce que je faisais, quoi. En fait, quand on est avec une personne dans cette façon de travailler-là, on n'est jamais vraiment avec elle. On est toujours en train de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner pour pouvoir aller voir l'autre personne, quoi. Puis ensuite, la troisième. Enfin, alors, c'était super stressant, quoi, comme façon de travailler. Après ça, j'ai essayé la clinique. Oh, bah alors là, c'est tout bénef. La clinique privée, c'est les horaires de l'hôpital, 9h, 16h30, et la façon, enfin on n'est pas salarié, on est quand même en libéral. Et je voyais 35 patients par jour, entre 9h et 16h30. Il y a une grande salle avec plein d'accessoires, des barres pour que les personnes âgées marchent, des espaliers pour leur faire des exercices. Moi, bah, j'étais au milieu, quoi, j'étais là. Un plus haut la jambe, madame. Ouais. Oh, reposez-vous. Allez pas trop loin non plus. Hein. Ah, c'est bien. Ouais, bien, vous avez progressé. Hein. Donc ça a été ça. Ah, c'est le bon plan. Et du coup, non, ça m'a pas plu. En bout de cette année-là, j'ai tiré 2 enseignements importants. Le premier, comme je vous l'ai dit au départ, c'est que je ne pouvais plus tricher. C'était fini, quoi. Je me souviens de mon premier patient, je me souviens même encore de son nom. Je flippais avant de le voir. Ah, il fallait... c'était dur, quoi. Un peu comme avant de venir sur scène, d'ailleurs. Je flippais. J'avais limite appris un petit texte de présentation avant pour paraître sûr de moi, quoi. Et de toute façon, il fallait que je sois sûr de moi. Dire, la personne, elle vient se faire soigner quand même. On ne peut pas lui dire qu'on a été diplômé il y a 2 mois, qu'on flippe, qu'on sait rien. Donc non, il faut jouer les kinés, quoi. Il faut jouer le kiné comme le garçon de café joue le garçon de café, quoi. C'est Sartre qui en parle dans L'être et le néant. Il dit qu'en fait, finalement, le costume permet un petit peu de s'emparer de la tâche qu'on a à faire, et que si on joue à être kiné, on finira par être kiné, quoi. Donc j'ai mis le costume. Alors, on m'entend. On m'entend ou pas? Ouais. 1, 2. Non? Oui, c'est bon. On m'entend? Oui. Ouais. Ok. Donc, je me suis habillé en kiné, quoi. C'est moche, la blouse de kiné. Et donc, j'avais mon patient, je vais le chercher en salle d'attente. Bonjour monsieur, je suis le remplaçant de votre kinésithérapeute. Enfin voilà, j'avais appris mon texte, quoi. Et je me souviens que je flippais parce que quand on sort de l'école, on est loin de tout maîtriser, quoi. Et moi j'avais des lacunes, hein, ça je le savais. Et ce que j'aimais surtout pas soigner, c'était les coudes. J'avais la phobie des coudes. Je sais pas, j'étais pas à l'aise, quoi. Et donc la personne, je l'installe, alors on va dire que c'est une table de kiné. Je l'installe et tout, et je lui fais, alors qu'est-ce qui vous amène, monsieur? Une fracture de coude. Génial. Je vais faire pipi, je reviens. Et là, rien, j'avais pas d'anti-sèche, quoi. Donc, pour pas prendre de risques, pour pas faire de conneries, cette personne-là, j'ai massé son coude, finalement. J'ai fait que ça, pendant une demi-heure. Elle est partie, elle était censée revenir 2 jours après, et j'appréhendais son retour. Je me disais, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire que j'ai rien... Enfin, c'était complètement ridicule ce que j'ai fait. Et elle est venue, cette personne, elle m'a dit, oh là là, le massage que vous m'avez fait, génial. Ça m'a détendu, je me sentais mieux après, c'était vraiment... Ah non, ça a été vraiment top. Hein. Alors, je vais faire un aparté d'ailleurs sur le massage, ça peut être intéressant.
Le massage, c'est hyper vieux, hein, ça date de l'Antiquité. On sait de tout temps que le massage est bénéfique. On ne sait pas trop pourquoi, mais on sait que ça fait du bien. Au fur et à mesure, on a commencé à mettre ça sur le fait que justement, le massage créait une chaleur locale qui favorisait la circulation du sang et qui pouvait permettre justement de mieux récupérer en termes musculaires. On a dit aussi que ça réduisait la sensibilité, ce qu'on appelle les nocicepteurs, c'est ces nerfs qui sont les nerfs de la douleur, quoi. Et donc que de masser, ça permettait de les rendre moins sensibles. On a mis plusieurs hypothèses comme ça. Il s'avère qu'en fait, c'est un petit peu plus complexe et subtil que ça. Et ça date d'il n'y a pas longtemps. On a réussi à trouver, enfin c'est des chercheurs canadiens, il y a moins de 2 mois, c'est tout récent, qui ont réussi à prouver l'efficacité biologique du massage. Je vais vous en parler vite fait. Vous pourrez, si vous retenez, vous pourrez en parler à votre kiné s'il ne va pas vous faire de massage. Je vais retirer ça. En gros, là, je vous fais, là, on a une cellule musculaire basique avec un noyau à l'intérieur. À la surface de cette cellule musculaire, on a ce qu'on appelle des mécanocepteurs. En fait, c'est des récepteurs qui sont sensibles à la pression de la main du kiné. Donc, ces mécanocepteurs, en fait, ils vont réveiller une protéine qui s'appelle la kinase, qui n'est pas la contraction de kiné et de nase. La kinase. La kinase, en fait, c'est une protéine qui va traduire, je dirais, le message mécanique en message biologique. Parce qu'en fait, il va aller jusque dans le noyau, où on a l'ADN, et il va permettre la synthèse d'une protéine, la nucléoporine 88, pour être précis, qui, elle, va finalement aller agir sur les molécules inflammatoires qui sont autour de la cellule. En gros, ça explique qu'un massage est aussi efficace que des anti-inflammatoires. Et ça, on le sait vraiment, je dirais biologiquement, que depuis 2 mois, quoi. Après, ça c'est notre côté très occidental. Il faut qu'on prouve scientifiquement les choses. En Orient, ça fait des milliers d'années qu'ils savent que ça fait du bien, et puis ils se foutent de savoir pourquoi ça fait du bien, quoi. D'ailleurs, tout le monde le sait que ça fait du bien, et puis même quand on a pas mal, un massage, ça fait du bien. D'ailleurs, souvent, je fais encore une digression, mais les gens, enfin les amis de ma femme, ils disent souvent, ah, putain, t'as de la chance, t'es avec un kiné, tu dois avoir des massages et tout. Ouais, au début, ouais. Pour séduire, c'est pas mal. Maintenant, à son anniversaire ou à Noël. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur le massage. Donc je disais voilà, que cette première année d'expérience m'avait permis de faire deux découvertes en gros. Bon, pas que je savais masser ma femme, mais la première, c'est que je ne pouvais plus tricher. Et la deuxième, c'est qu'on pouvait gagner énormément d'argent, effectivement, dans ce milieu-là, quoi, dans le milieu de la santé. En gros, pour vous expliquer comment ça marche... Tiens, j'ai fait fuir des gens. En gros, pour vous expliquer comment ça marche, c'est qu'en France, on a un système de santé qui s'appelle la sécurité sociale, qu'on connaît, et qui fonctionne, quand on est en libéral, de cette manière. C'est-à-dire, une personne vient pour un soin, et elle facture ce soin, et ensuite elle est remboursée par la sécurité sociale. En fait, elle avance l'argent, et ensuite elle est remboursée. Alors elle est remboursée à 60% par la Sécu, et à 40% par sa mutuelle, si elle a les moyens de s'offrir une mutuelle. Il y a quelques exceptions. Il y a les gens, par exemple, à la CMU, la couverture maladie universelle, qui permet aux gens qui n'ont pas les moyens, justement,
de se payer une mutuelle, ou qui n'ont pas les moyens tout court, de pouvoir quand même être soignés intégralement, quoi. Donc notre système, il fonctionne comme ça. Le souci avec ce système, c'est qu'on a l'impression qu'il a toujours existé. Enfin, il a toujours été là, ouais, la Sécu, c'est bien. Sauf que c'est faux. La Sécu, ça a même pas 70 ans. Ça a été créé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale par le Front populaire qui l'a mis en place avec d'autres systèmes, comme le système de retraite par répartition, comme le statut de la fonction publique, la représentativité des syndicats. Enfin, le CNR, le Conseil national de la résistance, a mis en place un programme politique et social à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et là-dedans se trouvait la sécurité sociale. D'ailleurs, on a tous oublié le nom de la personne qui a mis en place ce système de sécu. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'Ambroise Croizat? Non, personne. Et Ambroise Croizat, c'est le ministre de l'époque qui a réussi à mettre en place en 6 mois seulement le système de sécurité sociale. Avant, on ne fonctionnait pas comme ça. On fonctionnait, on est soigné si on a les moyens de l'être, quoi. Donc c'est un système qui est très récent et ça, on a un peu trop tendance à l'oublier, quoi. Et alors, quand a été mis en place ce système, il y a eu quand même des réfractaires, quoi. L'ordre des médecins, par exemple. L'ordre des médecins ne voulait pas de cette convention parce que, du coup, ça les obligeait à réduire un petit peu leurs frais, quoi. Enfin, leur rentrée d'argent. Il fallait qu'ils se conventionnent à la sécurité sociale. Et ça leur a pas plu. Bon, c'est sûr que l'ordre des médecins a été créé sous le régime de Vichy. Et le CNR, issu du Front populaire, c'est pas le même bord. Donc bon, il y avait des frictions. Ils ont créé, du coup, l'ordre des médecins a créé ce qu'on appelait les dépassements permanents. Dépassements permanents, bon, c'était ce qu'on peut appeler aujourd'hui les dépassements d'honoraires, secteur 2. C'était donc depuis la création de la Sécu, il y en a qui sont réfractaires à ce système. Parce que c'est un système, finalement, c'est complètement anticapitaliste, le système de la sécurité sociale. Vous vous rendez compte, c'est une cotisation en fonction de ce qu'on gagne, qui ensuite est mutualisée et qui va permettre de soigner les gens selon leurs besoins. Et on cotise selon nos moyens, on est soigné selon nos besoins. Et ça, il y a certains qui ont eu du mal à l'accepter, quoi, ce système-là. Et depuis tout temps, les ultralibéraux essayent de rompre avec ce système mis en place par le CNR à cette époque-là. Comment ils font? Comment on va faire? Quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a la rage. Et ben là, on va dire que le système de sécurité sociale ne marche pas. On va dire ça, et puis, du coup, petit à petit, on arrivera à le retirer, sans qu'il y ait une grande révolution, parce que si du jour au lendemain, on retire la sécurité sociale, je pense qu'il y aura du monde dans la rue. Donc on va faire différemment, on va faire ça plus subtilement. On va inventer le trou de la Sécu. On a trouvé cette invention assez forte, hein, pour faire peur aux gens, et on va leur parler d'un trou de la Sécu, ce qui n'était qu'une dépense finalement, et un investissement, parce que si ça a été créé, la sécurité sociale, c'était aussi, il y avait un principe d'investissement. On va investir dans la santé des gens, comme ça ils seront productifs derrière. Donc c'était de l'investissement qui ne demandait pas, qui se récupérait plus tard dans la productivité des gens, le fait qu'ils aillent toujours au boulot, qu'ils ne soient pas arrêtés. Donc cet investissement, cette dépense, on l'a transformé en trou, pour faire peur. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour combler ce trou? On augmente les dépenses ou on les réduit au maximum? Eh bien, on essaye petit à petit de les réduire. Donc on a
on a on a déremboursé petit à petit par exemple les médicaments ou les soins de santé tout court. Au départ, quand la Sécu a été créée, on était remboursé à 100%. Dans les années 80, on était remboursé déjà plus qu'à 80%. Aujourd'hui, en moyenne, on serait remboursé à 55%. Donc petit à petit, pour combler ce trou qui a été inventé, on dérembourse petit à petit vraiment les remboursements de soins. On va créer d'autres choses, on va créer une franchise. La franchise Sarkozy qui a été créée il y a 3 ans peut-être à peu près, 3-4 ans, qui disait vous en serez à 50 € de votre poche. Au-delà des 50 €, vous serez remboursé intégralement. Donc sur chaque prestation, il y a une toute petite part, c'est pas énorme, mais il y a une toute petite part qui est déremboursée au maximum. Donc voilà, petit à petit, on essaye comme ça, parce que derrière, les mutuelles peuvent prendre en charge le complément, mais elles augmentent leurs tarifs, puisqu'elles ont plus à rembourser. Donc on va tout doucement, mais sûrement, vers une médecine à 2 vitesses qui existe déjà aujourd'hui, mais on va y aller intégralement, le système un peu à l'américaine. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les Américains aimeraient bien passer, les Américains, Barack Obama aimerait bien passer à notre système de santé. Il ne va pas y arriver, à mon avis. Et puis nous, finalement, on va vers le leur. Notre système de santé qui avait quand même été qualifié par l'OMS en 2000 de le meilleur système de santé au monde, et qui couvrait en proportion le plus grand nombre de gens dans la population. Donc on détruit petit à petit. Et ils ont trouvé un coupable. C'est vous, c'est nous. C'est les consommateurs de santé, comme on nous appelle. Et voilà, on est trop consommateurs de médicaments, de soins. Les Français, ils se plaignent toujours. Ils vont toujours chez le médecin. Ils bouffent trop de médicaments. Voilà, le coupable était tout trouvé, Et donc on va aller chercher, on va aller chasser les fraudeurs en plus, comme je vous disais tout à l'heure, le spot de publicité qu'ils avaient créé. On va aller chercher les fraudeurs. Voilà, le coupable, il est là, il existe, il est parmi nous, et il faut le traquer, Alors, la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, a essayé de répertorier les fraudes en 2000, j'ai les chiffres de 2010. Elle a détecté 151 millions d'euros de fraude à l'assurance maladie. Et sur ces 151 millions, il y en a... 5 millions qui sont 5 millions d'euros qui sont des fraudes aux indemnités journalières, à l'assurance maladie, les fraudes du consommateur de santé justement. 5 millions sur 150. 80 millions détectés sur les hôpitaux et les cliniques. Sur les 150 millions, il y en a 80 qui sont juste détectés au niveau des hôpitaux et des cliniques. En fait, dans les hôpitaux et les cliniques, ça fonctionne un petit peu de la même manière qu'en libéral. Il y a un système qui s'appelle la T2A et qui fait que pour chaque acte effectué à l'hôpital, l'hôpital déclare ça à la Sécu et se fait payer en fonction des actes. Il y a des mauvaises langues qui vont dire que dans les années 80, toutes les femmes qui accouchaient avaient droit à leur épisiotomie. L'épisiotomie, c'est... on ouvre le vagin pour que l'enfant passe mieux, C'était une petite incision. Ça prenait 3 secondes. Et c'était un acte qui était quand même... qui était réglé après à l'hôpital. Donc, 80 millions de fraudes juste aux hôpitaux et aux cliniques, et c'est nous les fraudeurs. C'est nous qui creusons le trou de la Sécu à bouffer nos médicaments. Donc des tricheurs, il y en a aussi de ce côté-là quand même. La manipulation des chiffres, elle est quand même assez énorme. Et moi, quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte de ça, ça a été un choc quand même assez violent. Je suis devenu
que François Sigaud appelle, François Sigaud c'est le directeur de l'école des hautes études de sciences sociales. Je suis devenu un aliéné social. Voilà. L'aliénation sociale. En fait, François Sigaud, je vais approcher ça, il a parlé du concept des 3 aliénations. En fait, il part de 3 entités. Vous, les autres, et la réalité. La première aliénation, c'est l'aliénation mentale. En fait, c'est quand vous ne voyez pas la réalité comme les autres la voient. Vous êtes fou. C'est l'aliénation mentale. Il y a une deuxième aliénation, c'est l'aliénation culturelle. C'est quand vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, mais que les autres non plus ne la voient pas. Là, vous êtes dans une secte. C'est l'aliénation culturelle. Et l'aliénation sociale, c'est quand vous voyez la réalité et que les autres ne la voient pas, telle qu'elle est. Après, c'est mon point de vue. Et donc, un aliéné social, il a 2 choix. Soit il déprime, parce que personne ne veut l'entendre, soit il se bat. Et moi, j'ai décidé de me battre. Moi, j'ai décidé de me battre, donc j'ai continué à me cultiver, j'ai continué à lire des bouquins, j'ai continué à me gauchiser. Et je me suis dit, dans ma profession, du coup, je vais faire comme je l'entends. J'ai fait mon année, là, j'ai vu ce que ça donnait. Eh ben, je vais fonctionner comme j'ai envie de fonctionner et comme, je dirais, mon sens éthique me dit de fonctionner. Donc, je vais ouvrir mon cabinet libéral. C'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Je vais ouvrir mon cabinet libéral, je vais fonctionner comme je l'entends. Déjà, je vais prendre mon temps avec les gens. Je les vois pendant une demi-heure. La deuxième chose, je ne vais pas utiliser tout le matériel de kinésithérapie que les autres peuvent utiliser. On a l'impression que ce matériel-là, de physiothérapie comme on l'appelle, c'est vendu avec le diplôme et tous les kinés ont leurs électrodes. Alors je ne sais pas, il y a certains d'entre vous qui ont déjà dû aller chez le kiné. Ils ont leurs électrodes, ou ils ont leurs ultrasons, ou ils ont des machines laser, enfin il y a des trucs hyper sophistiqués quoi, qui sont surtout là pour finalement mettre les personnes dessous pour pouvoir aller en voir un autre, hein. Faut pas se leurrer, hein. Si ça soignait, ça se saurait. D'autant que j'ai pu faire l'expérience, assez désagréable, lors d'une formation, de m'apercevoir que la majorité des kinés ne savent pas comment ça marche. J'étais à une formation sur les tendinites. Les tendinites, c'est l'inflammation du tendon. Et le tendon, c'est ce qui permet d'accrocher le muscle à l'os. Et pendant la formation, le formateur nous dit, si vous voulez, vous avez aussi, pour soigner, vous pouvez aussi utiliser les ultrasons. Donc, machine de physiothérapie. Et il y a une main qui se lève. Oui, allez-y. Les ultrasons, c'est à quelle fréquence qu'il faut les utiliser? Le formateur dit, si vous utilisez une grande fréquence, la pénétration sera moins importante. Et l'inverse, si vous utilisez une basse fréquence, l'action des ultrasons ira plus loin. Ah d'accord. Une autre main se lève. Combien de temps il faut le laisser? Bon, le formateur dit rien, mais répond et dit le temps que ça fonctionne. Et puis un troisième. Et à un moment donné, le formateur dit, mais attendez, vous voulez que je vous fasse un cours sur les ultrasons? Ah ouais, on veut bien, on veut bien.
ils avaient tous des ultrasons dans leur cabinet, et ils ne savaient pas comment l'utiliser. Alors du coup, ce que je me dis, c'est que ils l'utilisent au plus faible, parce que des ultrasons, ça peut même faire mal hein, si on l'utilise mal et si on l'utilise trop fort. Donc, je les vois bien finalement, et je les ai vus faire, certains. Et ben, pendant 20 minutes, on passe d'un ultrason qui ne marche pas, puis on dit hop, c'est bon, dans 2 jours, et la personne s'en va. Alors peut-être que l'effet placebo est efficace, hein, mais... Donc moi j'ai décidé, je voulais pas fonctionner comme avec des machines de toute façon, je voulais fonctionner avec mes mains. Et puis je voulais pas être un bon kiné, en fait, finalement. Je voulais pas être un bon kiné. Parce que je me suis aperçu que les bons kinés c'était quoi? C'est les kinés qui ont plein de monde dans leur salle d'attente. C'est les kinés qui voient plein de gens, c'est les kinés qui roulent en Ferrari, parce qu'il y en a. Et ben moi je voulais pas de ça, tant pis. J'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'être un bon kiné. Je vais vous montrer comment ça fonctionne un bon kiné. On va faire une salle d'attente. Trois chaises. C'est un moyen bon kiné. Hop. Une table avec des revues. Voilà, j'ai Fluide Glacial et Le Monde Diplomatique. Pour vous dire que chez un bon kiné, il y a Paris Match, les galas. Et puis Chérie FM. Du coup, il me faudrait 3 patients. Un patient, très bien, merci. Qui veut faire un autre patient? Vous, monsieur, avec la chemise. Vas-y, asseyez-vous. Viens vous soigner. Donc voilà, on a une salle d'attente d'un bon kiné. Là, on va dire que c'est la table. Hein.